Chabot nous a rejoint sur ce plateau. On est aussi ravi d'accueillir Jean Jouzel, donc climatologue. Vous êtes notamment l'auteur du Climat, parlons vrai. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce coup-ci avec Greta Thunberg qui dit ce sommet, cette COP26, du blabla, ça n'a pas servi à grand-chose? Ça n'a pas servi à grand-chose. Il y a quelques points intéressants. Effectivement, bonjour Damien Gillet d'abord. Quelques avancées, par exemple, sur les aspects plutôt techniques. La finalisation des règles d'application de l'accord de Paris, c'est quelque chose qui n'était pas gagné, qui est maintenant finalisé. C'est quand même relativement important, mais c'est technique. Quand on regarde les décisions, je dirais, à caractère politique, eh bien, elles ne sont pas vraiment au rendez-vous. Que ce soit... Vous l'avez dit, déjà pour ce qui concerne l'ambition, nous ne sommes pas du tout sur une trajectoire 1,5 degré. En fait, avec ce qui est prévu, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de 15% d'ici 2030, eh bien nous aurions en 2030 complètement utilisé les quantités de gaz carbonique que nous sommes autorisés à émettre si on veut limiter à 1,5 degré. Après, ce sera du supplément, c'est très clair. Donc, et aussi pour les 100 milliards de dollars qui étaient promis chaque année à partir de 2020, nous ne sommes pas au rendez-vous. Il y a un manque de solidarité entre pays riches et pays pauvres. Donc, ce sont plutôt ces aspects politiques qui ne sont pas au rendez-vous. Les aspects techniques l'étaient. Il y a eu des accords, des avancées. Par exemple, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que, eh bien, les décideurs politiques vraiment prennent au sérieux le diagnostic des scientifiques. De façon très claire, nous sommes passés les 2 degrés de l'accord de Paris, qui était au cœur de la discussion de l'accord de Paris, au 1,5 degré. C'est bien grâce au diagnostic des scientifiques, en particulier dans le rapport du GIEC de 2018 sur ce réchauffement à 1,5 degré, montrant qu'il était nécessaire de limiter à ce niveau si on voulait que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter facilement au réchauffement climatique. Bon, donc le constat est admis, mais ça va pas tellement plus loin. Oui, on a évoqué tout à l'heure le revirement de l'Inde et de la Chine qui concernait, je crois, la formulation sur la fin du recours aux énergies fossiles. Et au lieu de sortie, il a simplement été mis le mot réduction, c'est bien ça. Est-ce que ce revirement était prévisible? Est-ce que c'était pas un scénario écrit d'avance ou est-ce que c'est une réelle surprise? Je pense que c'est quand même une surprise parce que jusqu'au dernier moment, ce texte qui était on parlait de phase-out, c'est-à-dire d'arrêt des combustibles, de l'exploitation des combustibles fossiles, c'est-à-dire d'accélérer vers l'arrêt des combustibles fossiles. Et maintenant, on parle d'accélérer dans un contexte de phase down, c'est-à-dire de diminution des émissions des combustibles fossiles. C'est pas du tout pareil, c'est-à-dire c'est très qualitatif, il y a vraiment pas d'objectif, tandis que l'objectif zéro fossile était affiché. On a vu, John Kerry discuter avec les représentants chinois autour de ce texte, et ça a été changé à la dernière minute. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment, concerté, et là on a vu la faiblesse aussi de l'accord, entre la Chine et les États-Unis, parce qu'on aurait pu penser justement que John Kerry soit capable de convaincre la Chine de ne pas aller dans cette direction. C'est très clair, mais c'est un échec, et je crois qu'en fait, que si on n'avait pas eu cette modification de dernière minute, on aurait pu dire que Glasgow n'était pas complètement un échec. Nous serions sortis, plus fiers de cette conférence. Mais c'est vrai que ce changement de dernière minute a été vraiment est extrêmement regrettable, aussi bien dans le fond que dans la forme. C'est bien cela qu'il faut comprendre. Dans la forme, c'est extrêmement regrettable. Tout le monde s'attendait à ce que le dernier texte soit adopté. Ça n'a pas été le cas et c'est tout à fait regrettable également dans la forme. Est-ce que cette situation, ça peut s'expliquer aussi par les tensions qu'il y a actuellement très vives entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que le climat est aussi le récepteur de ces tensions diplomatiques extrêmement fortes? Oui, je le pense. Effectivement, cette discussion qu'il y a eu, devant tout le monde, entre John Kerry et les Chinois, en tout cas au su et vu de tout le monde, s'il y avait une véritable concordance de vue entre Chinois et Américains, eh bien, on n'en serait pas là. Le problème, on le voit bien également, le leadership économique est au rendez-vous. On voit bien que ce sont les sociétés qui se libéreront des fossiles le plus rapidement, qui gagneront économiquement, parce que cette transition, eh bien, elle est indispensable, on ne peut pas y échapper.
Donc il y a aussi une concurrence entre la Chine, une concurrence économique, pas simplement du point de vue écologique. Donc c'est tout cela, vous avez raison, qui est derrière cette relation. Et d'une certaine façon, la Chine a voulu affirmer son leadership en disant on est là et on va affirmer que nous ne souhaitons pas sortir du charbon, ou en tout cas nous le souhaitons mais à notre rythme, vous n'allez pas nous l'imposer. Et ça c'est clairement une décision politique, on le comprend bien. Jean Jouzel, vous dites effectivement sortir des énergies fossiles. En France, on va retrouver le chemin du nucléaire. Est-ce que finalement le nucléaire n'est pas une bonne solution, vous l'avez un peu oublié, pour sortir de ces énergies fossiles? Alors on va peut-être regarder cette solution du nucléaire d'abord au niveau mondial. Par exemple, dans aucun scénario de l'Agence internationale de l'énergie, il n'y a plus de 10% d'électricité qui soit d'origine nucléaire. Donc effectivement, le nucléaire est une solution qui n'émet pas de gaz à effet de serre, mais qui, dans le bilan global à échéance 2050, ne sera qu'une partie de l'électricité, donc une partie de l'énergie. Il faut bien voir que si on veut réussir la transition énergétique, eh bien, ce sera largement grâce aux renouvelables, ou ce ne sera pas. Mais la sortie du fossile, évidemment, il y a des pays qui choisissent le nucléaire, ce sera probablement le cas de la France, mais, disons, on y est déjà, mais il y a, disons, de relancer le nucléaire, mais les renouvelables vont jouer un rôle de plus en plus important à l'échelle planétaire. Et la France ne peut pas, être en dehors de ce développement. C'est ça qui est très clair. D'ailleurs, un des points importants pour moi du scénario de RTE, c'est l'engagement à dire qu'il faut accélérer la mise en œuvre des énergies renouvelables. C'est bien ça qui est aussi au cœur, tout autant que la relance du nucléaire, au cœur de ce rapport de RTE. Ça veut dire... On prend beaucoup de retard. Oui, excusez-moi, Daniel Gilles. Non, pardon, mais ça veut dire, Jean Jouzel, que quand le président qui s'apprête à annoncer peut-être 6 voire 8 EPR géants, plus des réacteurs plus faibles, eh ben la France va faire l'impasse sur beaucoup de renouvelables. Non, il ne faut pas. Non, même dans ce cas-là, respecter la SNBC, ce qui est inspiré, ce que les scénarios de la RTE ont fait, en disant ce 50-50 d'électricité, eh bien, de part du nucléaire dans l'électricité, en tout état de cause, eh bien, ça demande, de respecter nos objectifs en termes d'énergie renouvelable, mais nous en sommes loin. C'est ça qui est important également dans ce rapport. Il faut absolument relancer l'éolien, relancer le solaire. L'éolien, je ne comprends pas comment, en termes d'éolien, offshore, par exemple, nous n'avons pas encore une seule éolienne raccordée au réseau, alors qu'il y en a plus de 5000 au niveau de l'Europe. Donc, on doit se poser des questions sur le manque de dynamisme du développement des énergies renouvelables, et cette question, elle est bien posée par ce rapport de RTE également. Question, Jean Jouzel. On a bien compris à Glasgow qu'on allait continuer à augmenter jusqu'à peu près 2030 les rejets de carbone et autres. Et après, on peut espérer que ça va baisser. C'est ça le scénario ? C'est pas dit, donc il n'est pas dit dans le scénario que ça baisserait. Il n'y a pas malheureusement, on aura 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire compatible avec l'objectif affiché. C'est quand même terrible. On dit d'un côté, il faut vraiment, diminuer de 45%, on va augmenter de 15%. Et il n'y a pas d'objectif de diminution ensuite affiché en tout cas, sauf l'objectif. Alors, c'est incroyable, on ne peut pas afficher une augmentation jusqu'en 2030 et puis afficher une neutralité carbone en 2050. C'est techniquement impossible. Les économistes nous diront que c'est impossible, c'est clair. Donc la seule façon d'atteindre neutralité carbone en 2050, c'est de diminuer les émissions d'ici 2030. Évidemment, on reverra les objectifs l'an prochain, mais je crois que ce sera encore la même musique et puis on les reverra chaque année. Mais la crainte, c'est qu'effectivement, les émissions continuent à diminuer et qu'on n'atteigne pas ces objectifs de neutralité carbone en 2050, 2060 ou même pas 2070 à l'échelle planétaire, et qu'on aille donc vers ces 3 degrés qui sont pratiquement inscrits dans la dynamique actuelle des émissions des gaz à effet de serre. Donc c'est terrible parce que ce sont des conséquences très importantes en termes d'extrême climatique, en termes d'élévation du niveau de la mer, surtout à long terme, en termes de migration, d'insécurité. Donc c'est tout ça qu'il faut bien comprendre. Je crois que ce que nous a enseigné l'été dernier, c'est la difficulté
déjà de faire face au réchauffement climatique actuel, face à certains événements extrêmes. On a connu des vagues de chaleur très importantes, près de 50 degrés, des pluies torrentielles, et ça va se multiplier. Donc, même s'il y a des objectifs à long terme affichés, 80 pays ont affiché neutralité carbone en 2050, on n'aura pas le chemin et c'est extrêmement regrettable. Je le redis, pour les jeunes d'aujourd'hui, ils auront beaucoup de difficultés à s'adapter à un réchauffement climatique, sinon des impossibilités dans certaines régions très vulnérables, si ce réchauffement climatique va au-delà de 2 degrés et atteint 3 degrés, peut-être plus. Donc nous n'avons pas du tout d'assurance que les émissions de gaz à effet de serre vont commencer à diminuer en 2031, alors que on aura à horizon 2030 émis toutes les quantités, tout le gaz carbonique qui reste à émettre si on ne veut pas dépasser ce niveau. Oui, Jean-Joseph, bonjour. Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux EPR sans calendrier d'ailleurs. Quand on voit le temps que prennent les constructions et les mises en route de ces EPR, est-ce que tout ça n'est pas trop tard? Oui, donc bien sûr, l'électricité en France doit absolument être neutre en carbone, et il y a le rapport du RTE parle de 5 scénarios nucléaires. Il y a aussi un scénario entièrement renouvelable. C'est un choix politique qui sera fait très probablement par Emmanuel Macron, peut-être même dans les semaines qui viennent, mais on voit bien la durée, et par rapport à la politique de la France, ça montre que ce qu'on doit faire, si on veut tenir la feuille de route, c'est accélérer le développement des énergies renouvelables, parce que il n'y a pas, on met du solaire en route, c'est pratiquement immédiat. Et pareil pour les éoliennes. Donc si on veut effectivement tenir une feuille de route ambitieuse, il faut développer le renouvelable, il faut tenir l'ambition des 32% de renouvelables à l'horizon 2030, et là aussi nous n'en prenons pas le chemin. Donc c'est important, et je le redis, c'est inscrit également dans le rapport de RTE. Le rapport de RTE n'est pas que sur le nucléaire. Merci beaucoup, Jean-Joseph, sans parler du vrai coût du nucléaire et des milliards qui s'accumulent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur LCI. Merci.